Bah salut Mathéo. Hola Alex, comment vas-tu? Bah je suis content depuis le temps qu'on voulait faire Putain. un podcast tous les deux, présenter mes potes, ouvrir mon carnet d'adresses, etc. Et derrière je me suis... Pas souvent il y a des gens qui disent que par exemple Oussama Hamar c'est un mytho, mais j'en suis sûr que ce gars pareil, il doit faire des dingueries, il a pas du tout la même vie que toi, que moi, que mon oncle Jean-Michel. Ton Qui nom lui s'appelle arrive- vraiment Jean-Michel? Non, c'est le D'accord, ok. cliché de l'oncle Jean-Michel. Mon premier patron aussi m'avait dit qu'il faut décorréler l'humain du professionnel. Et moi ça m'avait choqué à l'époque. France c'est le gratuit, c'est tous les jours. Il y a des gens qui me posent des questions sur les parkings. Mais ils ont même pas acheté mon livre. Les plus petits clients sont les plus chiants. Parce que moi j'ai pas de thune, je suis fauché. Fais voir ton iPhone là, le Ça. 16 Pro Max il vaut 1600 €. J'ai envie de me casser de ce pays quoi. Si t'as pas confiance en toi t'es mort. Bah salut Mathéo. Hola Alex, comment vas-tu? Bah je vais très bien, je suis content depuis le temps qu'on voulait faire Putain. un podcast tous les deux, depuis le temps qu'on se connaît aussi. C'était en 2019, on se disait ça juste en off. C'est quand exactement on s'est ça. rencontrés. Raconte l'histoire. La petite histoire, c'est en fait, comme tu le sais, mais certaines personnes ne le savent pas, j'avais commencé dans l'immobilier avec l'investissement dans les parkings motos. Et tu sais, le problème souvent quand tu entreprends, c'est que tu te sens souvent seul. Et d'un coup, je vois une petite annonce et je vois qu'il y a un gars qui fait exactement comme moi. Et du coup, je me dis, putain, bah, c'est pas histoire de concurrent, parce qu'il y en a parfois, ils disent, ah, ça peut être un concurrent. Moi, je suis pas du tout dans ce délire-là. Je suis plus, on va s'entraider, on va se donner de la force. Et donc, j'ai envoyé un petit message à ce gars-là et il s'avère que ce gars-là, bah, c'était toi. Et je m'en souviens, j'étais à une visite à Vitry-sur-Seine et là, je reçois un appel et là, je réponds et bah, je vois que ça match plutôt bien. Et on se donne rendez-vous. C'était à Issy-les-Moulineaux, je me souviens plus. Ouais, c'était chez Prêt à manger à Issy-les-Moulineaux, ici Val-de-Seine. C'était à côté de l'ancien et dernier job. T'étais encore salarié à Technogym, l'époque. ouais. Moi aussi, j'étais encore salarié à l'époque et ça matchait directement. C'est ça que j'ai Ça kiffé. matchait, ouais. Déjà, t'es bélier, moi aussi. Aïe, aïe, aïe. Et ça a matché direct. Tu vois, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le côté feu, La même le énergie côté, en fait. La même énergie. On avance, on parle pas direct, chinois. On fait des erreurs, mais au moins on avance. Fait Et dans beaucoup l'entrepreneuriat, c'est ce qu'il faut. De toute façon, c'est toujours avancer. Tu fais une erreur, mais au moins tu réavances et tu améliores ça. Et du coup, lors de ce déj, c'était un déj, on avait pu échanger. Et là, j'étais en mode putain. Enfin, quelqu'un qui a le même mindset, qui a le même délire, etc. Parce que voilà, quand t'as un cercle familial, au début, tu penses que tous tes potes sont dans le délire entrepreneuriat, t'as envie de les pousser. Une fois que t'as trouvé une formule magique, le fait que t'achètes des places de parking, t'arrives à les louer à des motos, en les divisant, tu dis que tout le monde va vouloir t'écouter pour faire la même chose. Quand tu te rends compte que limite tout le monde s'en fout, tout le monde pense à ses problèmes. Ouais, et en ouais. fait, là, je voyais que, bah, en fait, toi, ça t'intéressait aussi. Ouais, non, mais Ça matchait mais direct. tu te sentais seul du coup avant qu'on se rencontre, parce que c'est vrai qu'on s'est compris en fait tout de suite. Et du coup, t'étais un peu seul dans ton délire un peu entrepreneur dans l'immobilier, À etc. cet âge-là, ouais, parce que j'étais en 2019, je sais même plus combien j'avais, je sais pas, 24 ou 25. La plupart des temps, c'est des personnes qui viennent d'avoir un CDI, qui ont envie de profiter de la vie, etc. et qui n'ont pas forcément la vision long terme. Et toi, c'est pareil. Toi d'ailleurs, comment t'as eu rapidement cette vision long terme? Parce que j'ai l'impression que c'est souvent quelque chose qui se passe dans ta jeunesse qui te permet d'avoir vraiment cette vision long terme. Ouais, écoute, j'ai commencé à investir en 2013. J'avais même pas mon bac 2013. Ouais, en 2013, donc il y a 12 ans. Et après, tu sais, c'est en s'inspirant des meilleurs, en lisant des bouquins, en regardant quelques vidéos YouTube. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de contenu sur l'investissement et les finances personnelles, mais tu avais quelques acteurs qui étaient là. Il y avait qui? Un qui t'a reçu sur ton podcast, notamment. Olivier un ancien. Seban. Voilà. C'est grâce à lui aussi que je me suis lancé. Voilà, il faut rendre à César ce qui Ouais. appartient à César. Et c'est vrai qu'il a eu le mérite quand même de montrer la voie sur le marché francophone et même français, avec un bouquin qui a surpris tout le monde. Un peu un père riche, père pauvre à la sauce française à l'époque. Le nom bien putaclic, mais au moins Bien qui fait putaclic, acheter. mais j'avais acheté son bouquin. J'ai jamais rencontré d'ailleurs, mais j'avais acheté son bouquin. Très bon gars. Et donc, du coup, ça m'a donné envie. Il y avait Élise Franck aussi, une nana qui avait. Si, si. Tu te souviens de ça? Oui, je m'en Qui souviens avait très bien. écrit, Je crois maintenant elle est sur OnlyFans ou un truc comme ça. Ah, c'est quoi? D'accord. Ah ouais, Mais elle a par totalement contre, elle a changé. disparu de, En fait, de elle la s'est situation. fait. Ouais, je pense Elle a qu'elle dû en avoir un avait souci, marre. ouais. Et au bout d'un moment, je pense, quand t'as percé, t'as plus envie d'être médiatisé. Il y en a Mhm. certains qui veulent continuer pour redonner de la valeur après avoir réussi à arriver à un certain stade. Et d'autres, à l'inverse, ils préfèrent être tranquilles. Elle a tu vois. disparu, cette Élise Ouais, Franck. je Si- sais, moi, si t'es à elle Barcelone, regarde cette mais- vidéo, qu'elle me fasse un coucou. Bah ouais, parce que Parce c'est que, grâce à elle, hein. parce que j'aimais bien son bouquin, j'aimais bien ton bouquin. Donc il y avait ces deux personnes à ma connaissance. Après, tu as eu le pompier millionnaire, Goulouen. Goulouen, Un Cédric peu plus tard. Anissette. Cédric Anissette aussi, qui a commencé avec un parking. Mhm. Donc voilà, il y avait ces gens-là qui étaient là au début, donc il faut quand même le dire. Et puis après, il y avait sur YouTube, il y avait quelques trucs aussi, les mêmes, ce banc, il était déjà sur YouTube. Et du coup, j'ai eu envie de me dire, je peux faire pareil. J'étais commercial. Ouais. C'est un autre point commun qu'on a, c'est qu'on connaît le métier de commercial. Ok, oui. Et du coup, commercial, il y a plein de points négatifs, c'est hyper stressant, mais il y a plein de points positifs aussi. Et c'est vrai que le point positif, c'est que si tu bosses, t'as des résultats.
c'est assez logique, c'est assez mathématique. Et ça te donne envie de compter, quoi. Ça te donne envie de faire des prévisionnels, d'être commercial. Et je me suis dit, bah, je vais mettre à profit le côté commercial, mais pour moi, dans mon business, donc dans l'immobilier, quoi. Donc, ça m'a donné un peu le goût du business. Une fibre que j'avais pas forcément trop au début, quoi. Avant de faire tout ça, j'étais pas forcement un commercial né, j'avais plus envie d'être acteur. Ouais. Est-ce qu'on est commercial ou on le devient? Selon toi, tu l'es devenu petit à petit? Je me suis jamais posé cette question, mais j'avais bossé un peu, j'avais vendu des fringues, boulevard Saint-Germain, dans une boutique qui s'appelle Brucefield. Je sais pas s'ils ont déposé le bilan ou s'ils sont encore là, mais plus que c'était. Et c'était une belle marque, qui font des chemises, des costumes, etc. Et j'étais pas hyper bon, quoi, en vente. Mais je pense que l'argent amène l'argent et que tu peux devenir bon en vente si t'es intelligent, si t'es à l'écoute et si t'as un très bon relationnel. Et j'avais un bon relationnel. J'étais pas forcément le plus rigoureux, le plus constant, etc. Mais j'étais le mec, si tu veux, qui avait un super relationnel. Et j'avais un collègue qui était commercial comme moi. Lui, c'était une machine, c'était un ingénieur. Et du coup, il était très méthodique, il préparait très bien, etc. Mais c'était un peu sec. Moi, c'était le bordel. Mais quand ça matchait avec le prospect, j'étais debout, ça. C'était à l'italienne. Et il achetait. Je faisais des ventes salon, des ventes one shot. Donc je pense que j'aimais vraiment le relationnel. Et moi, c'est cet angle-là. Et toi? Ce qui est ouf, en fait, je trouve, en France, on appuie beaucoup plus, surtout dans la sphère parisienne. Ouais. Tu vois, moi, quand j'ai fait mon lycée sur Paris, on appuyait beaucoup plus sur l'intelligence intellectuelle. On te poussait toujours à faire Sciences Po, médecine, avocat, etc. Et on ne parle jamais de l'intelligence, du coup, relationnelle, comme tu l'as dit, et même l'intelligence émotionnelle. Ouais. Et ce que j'ai compris en fur et à mesure de ma vie, c'est limite plus important et tu arrives beaucoup plus à créer des groupes, une société, une entreprise et à fédérer autour de toi avec une intelligence émotionnelle et savoir créer du lien. Ouais. Parce que le problème, c'est qu'il y a plein de gens, comme tu l'as dit, qui ont vraiment un délire très ingénieur. Moi, je sais que j'ai un peu du mal avec les profils très ingénieurs parce qu'ils ont besoin de tout comprendre. Sauf que dans la vie, si tu cherches à tout comprendre, tu n'avances pas en fait. Ouais, et mieux vaut avancer. Et en effet, il y a certaines choses, j'ai pas compris, mais c'est passé. C'est pour ça que c'est vraiment important pour moi. Après, je sais pas si ça se développe. Toi, t'es moi en pire en fait, ou en meilleur. T'es moi en pire. T'es moi en pire et moi en meilleur en fait. En fait, t'es moi mais pour le meilleur et pour le pire. En fait, toi, t'es moi mais en exagéré. Ouais. Non mais c'est vrai, je te promets. T'as entièrement raison. Et c'est ce que j'ai dit sur Homeboys, ton podcast, mon super podcast que je vous invite à aller découvrir. Podcast Homeboys. Je vais remettre le lien d'ailleurs dans la description du podcast qu'on a fait ensemble. C'était trop cool. Qui est ton podcast avec Gilles aussi. Yes, le G. Et on a fait un super avec le G et on a fait le M et le G et on a fait un super podcast ensemble. Donc je remettrai le lien. Et c'est ce que je te disais en fait, Mathéo. Il y a des gens qui sont très transactionnels, qui sont très ingés, et t'as des gens qui sont très plus dans l'émotion, empirique, dans l'expérience, etc. Et si on prend par exemple Gilles, qui est très différent de toi, je te l'ai déjà dit, mais c'est très bien, ça fait une complémentarité. Et du coup, il a le côté, je pense, un peu plus ingé, et toi, t'as le côté plus flamboyant, t'es plus à l'aise, je pense, dans le relationnel, plus à l'aise à l'oral, t'as un très bon relationnel. Et du coup, c'est ce truc-là. Mais c'est vrai que toi, je pense, en termes de vendeur aussi, c'est pareil, tu es beaucoup dans l'affect. Ce qui peut être aussi un défaut, parce qu'on en parlait tout à l'heure. On peut se faire avoir aussi. Moi, je sais que, ouais, avec des artisans, j'ai pu me faire avoir, etc. Toi, t'arrives à faire du bise avec des gens avec qui tu t'entends pas, typiquement? Moi, j'aime pas ça. Il y a 2 écoles, mais moi, j'ai beaucoup de mal. Et à chaque fois que je veux faire ça, je dors pas bien la nuit et ça cause des problèmes. Ouais. Et tôt ou tard, je me fais avoir ou ça tourne au vinaigre. Mais j'ai besoin de valider l'humain, moi. Et plus ça va, plus j'ai besoin de valider l'humain. En fait, j'ai besoin d'avoir la confiance parce que pour faire du business, il faut avoir confiance a priori. Hein. C'est la base de la base. Si tu veux enfumer l'autre et que ce soit un one shot, mais sinon, il faut avoir confiance et pour avoir confiance, il faut bien sentir la personne. Mais moi, j'ai un défaut, c'est que j'ai une tendance, je me soigne, mais j'ai une tendance à être trop gentil et naïf et à faire confiance. Et ça m'est arrivé plein de fois où un peu aveuglé, si tu veux, dans le feu de l'action, à tout de suite ouvrir mon réseau, présenter mes potes, ouvrir mes carnets d'adresses, etc. Et derrière, je me suis fait niquer. Mais en même temps, c'est une force qu'on a. C'est-à-dire que oui, c'est un défaut parce qu'on peut se faire avoir et on s'en rend compte un peu tard parfois, ou au moins l'autre a un train d'avance, mais en même temps, ça nous ouvre des opportunités. Et puis, il faut tracer, quoi. Il y a un point qui est intéressant, c'est que je m'en souviens, quand j'ai débuté ma carrière, j'ai l'impression que parfois mes patrons, ils pouvaient être très durs. Et moi, j'arrivais avec plein de bonnes idées, non, le monde, il est gentil, etc. Et j'ai l'impression que plus j'avance dans la vie, plus en fait tu te fais avoir par certaines personnes, plus forcément tu deviens un peu plus strict sur certaines choses et tu mets beaucoup plus de cadres. Et je comprends maintenant mes anciens boss pourquoi parfois ils pouvaient prendre un peu plus de recul, ils pouvaient être beaucoup plus carrés, beaucoup plus stricts. Parce qu'en fait, je pense que dans la vie, quand tu regardes une série, tu dis toujours ça arrive que dans la série, mais en fait, quand tu te bouges en plus, comme toi, comme moi, il t'arrive tellement de dingueries et parfois c'est dur parce que il nous arrive des dingueries qu'il y a des personnes ça leur arrive pas parce que forcément tu te bouges et tu fais des choses que monsieur tout le monde ne fait pas. Et parfois ils pourraient croire
croire que t'es un mytho. Tu vois, souvent il y a des gens qui disent que par exemple Oussama Hamar c'est un mytho, mais j'en suis sûr que ce gars, pareil, il doit faire des dingueries. Il a pas du tout la même vie que toi, que moi, que mes parents, que mon oncle Jean-Michel. Donc forcément, il Ton oncle lui s'appelle arrive. vraiment Jean-Michel? Non, c'est le D'accord, ok. cliché de l'oncle Jean-Michel. Mais tout ça pour dire que oui, tu te rends compte que ce que tu vois dans les séries et dans les films, c'est vrai au final. Et quand tu te bouges et que tu fais des choses, t'as toujours des dingueries qui faut t'arrivent. se bouger. Et pour fermer le chapitre sur ce que tu disais, c'est que mon premier patron aussi m'avait dit, Philippe, dans l'agence bio, il me disait, faut décorréler l'humain du professionnel. Moi, ça m'avait choqué à l'époque. Je venais d'un bac littéraire, je kiffais le théâtre, j'avais envie d'être artiste. Et il y a quelqu'un qui me dit, on déconnecte quoi, l'humain du pro. Et je me souviens, j'avais discuté avec ma mère, c'est qu'elle est vachement dans l'humain, dans l'empathie comme moi. Elle avait dit, mais c'est quoi cette entreprise, tu vois? Et en fait, maintenant, je comprends. C'est-à-dire qu'effectivement, parfois, surtout quand tu gères des gens, il y a le côté humain, c'est le soir, on boit une bière, on rigole, etc. Et le côté professionnel. Et parfois, c'est bon de pas tout mélanger, sinon c'est le bordel. Mais c'est dur de trouver le juste milieu. Mais c'est dur. Ouais. C'est très dur de trouver le juste milieu. Ouais, je pense que personne là. Et l'humain, c'est le plus dur à gérer. C'est ce qui me fatigue le plus, moi, en tant que propriétaire de parking. C'est ce pourquoi j'ai parfois envie de tout vendre. C'est gérer les locataires, gérer l'humain, supporter les gens, gérer les syndics. En fait, c'est le côté humain. Et en fait, avant qu'on fasse ce podcast, je pensais à toi et je me disais, tu vois, faut que j'en parle à Mathéo. L'humain, en fait, ça peut être ton meilleur ami comme ton pire ennemi. Ça peut être ton meilleur ami quand ça se passe bien. Quand ça se passe bien, c'est génial. Ouais, forcément. Tu vois, ça te donne une autre vision, il se passe quelque chose. Et quand l'humain est dégueulasse, t'as envie de te foutre en l'air. C'est l'enfer. Et c'est vrai qu'on a l'effet de levier qui est un effet qui est incroyable pour lever de la dette, etc. Et un autre effet de levier qui est incroyable, c'est l'effet de levier humain. Mais qui dit humain dit gestion de personnalité, et ça c'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que dans ce que je fais avec Comnext, on gère beaucoup d'humains, que ce soit les agents immobiliers, les artisans, les architectes, les clients. Donc c'est aussi grâce à ça qu'on arrive à faire de grandes choses. Mais c'est vrai que parfois je me dis, putain, tu fais de la crypto ou un truc vraiment où tu gères que des ordinateurs. C'est vrai que parfois ça doit être sympa, mais c'est vrai que faut pas oublier que l'humain, c'est aussi des choses qui sont difficilement, on va dire, transformables à travers ChatGPT ou à travers l'intelligence artificielle. Toi, t'en penses quoi d'ailleurs de tout ce qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle? Tu vois ça comme du positif? Tu l'utilises au quotidien dans tes business? Et écoute, ça m'intéressait pas trop. Maintenant, ça m'intéresse beaucoup et je trouve ça hyper intéressant. J'utilise beaucoup sur mon téléphone. Ok. Tu vois, je prends mon iPhone comme ça. Je demande à Siri. Alors, j'ai pas Apple Intelligence parce que c'est un 14 Pro Max, mais je demande à Siri de me lancer ChatGPT et je discute avec ChatGPT. Ok. En fait, tu peux taper des discussions avec. Ah bah. C'est peut-être toi qui m'en avais parlé, mais tu peux discuter avec. C'est incroyable. Tiens, cet été, est-ce que je vais dans les Cyclades en Grèce ou est-ce que je vais à Rio de Janeiro au Brésil? Il peut te donner des avis, etc. Et je trouve que c'est une aide incroyable. Alors, il y a certainement un revers de médaille, peut-être que c'est hyper dangereux sur certains aspects, mais je trouve que bien utilisé, c'est hyper intéressant. Et je l'utilise de plus en plus même pour des idées de vidéos. Ça peut être pour des idées de livres aussi, pour des idées de vidéos, pour un sommaire de livre. Moi, j'avais essayé de faire le sommaire de mon livre avec ChatGPT et il m'avait sorti des propositions assez intéressantes. Tant que tu donnes un bon prompt et que tu lui donnes des Tu éléments de l'entraînes bien, réponse, il va donner une excellente réponse. Je m'étais embrouillé avec un grand-oncle. Ah, je crois que tu t'es embrouillé avec ChatGPT. Non, Parce que tu là peux, je perds à peut-être, tous les coups. Avec mon grand-oncle parce qu'il me disait oui, l'intelligence artificielle, ça va détruire l'humanité, etc. Et je lui ai expliqué que c'est comme un couteau. Un couteau, tu peux l'utiliser pour manger, comme tu peux l'utiliser pour tuer quelqu'un. Et bah l'intelligence artificielle, c'est pareil. Tu peux l'utiliser pour créer des business, créer vraiment une vraie valeur ajoutée sur des tâches qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Typiquement, faire une description YouTube, faire une description Instagram, c'est chiant, ça fait pas gagner du temps. Tu prends ton portable, tu dis ok, peux-tu me faire une description avec un titre, une description, un appel à l'action, 15 hashtags en minuscules, et tu peux me parler, et voilà, tu parles pendant 2 minutes de ce que tu veux dire, tu le publies. Mais toi, tu l'utilises pourquoi? Moi, je l'utilise au quotidien pour les retours de mails, typiquement, pour voir au niveau de la syntaxe, il y a certaines choses, pour la communication, que ça soit sur les scripts de YouTube, sur les descriptions YouTube, sur les descriptions Instagram. Okay. Donc, c'est moi qui parle, parce qu'en plus, moi, je suis plus culture orale, tu vois. Je suis moins culture écrite. Et c'est vrai que quand tu as une culture orale et que tu peux parler directement à ChatGPT et qui te met tout à l'écrit, ça te fait quand même gagner beaucoup de temps. Toi, d'ailleurs, t'es plus culture écrite ou orale au quotidien? Parce qu'en plus, tu sors un livre, t'es un très bon commercial. Comment t'as réussi à amener les mots que t'avais en tête à les mettre sur papier? Moi, je pense qu'au départ, je suis plus culture orale, parce que j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup discuter. J'ai fait du théâtre. Le théâtre, c'est de l'oral. J'ai fait de l'impro. J'ai fait du théâtre d'impro avec un metteur en scène qui s'appelle Oscar Sisto, qui avait fait la première Starac. Il habitait à Charenton. Je le voyais souvent quand il était plus jeune. Ouais. Non. Si. C'était la star de Charenton. Bien sûr. Ouais, je vois très bien. Mon prof Il de la théâtre. Starac et tout Ouais, ça. bien sûr, c'était incroyable. C'était lui mon prof de tous les jours. Bah, t'as été bien formé à la bonne école. C'est un excellent metteur en scène. C'est un peu perdu de vue, mais il m'a beaucoup appris. Donc moi, c'est ça mon ADN. Je voulais être acteur et
donc c'est les mots, c'est comment tu te tiens, tout part du ventre, c'est l'énergie, c'est l'émotion, c'est le corps en fait, c'est Marlon Brando, tu vois, c'est la bestialité. Moi c'est ça mon ADN. C'est pas le rat bibliothèque frêle qui écrit avec une plume. C'est pas ça au départ. Je suis trop bourrin pour ça. Mais j'ai appris à écrire aussi en écrivant beaucoup de musique, beaucoup de poésie, beaucoup de textes. Et là j'ai appris justement où est-ce que tu vas placer la virgule, le style que tu vas utiliser dans l'écriture aussi, que tu retrouves beaucoup dans le rap par exemple. Donc je suis passé un peu de cette culture très orale à une culture plus écrite. Mais j'aime discuter, j'aime le côté orateur, quoi. C'est plutôt ça mon truc. Par exemple, tu vois, je pourrais pas être copywriter, ça m'intéresserait pas. Tu vois, moi écrire un texte pour moi ou pour un client, j'aime pas. En fait, je pense qu'on est pareil là-dessus une fois de plus, c'est que j'aime l'impro dans la vie, j'aime l'instantanéité. Pareil. Et j'aime pas quand c'est trop préparé, travaillé. Je suis pas bon. En fait, je suis pas le meilleur là-dedans. Et j'ai envie de faire là où je suis bon. Et là où je suis bon, c'est une petite trame, des petites notes et c'est l'impro. Et là, je suis meilleur que les autres dans mon truc. Donc, et je serais moins bon sur un truc très très chiadé, très bossé, très machin. J'ai des migraines facilement, ça va me faire mal au crâne. Je vais pas être le meilleur. Donc, je suis un peu comme dans les Indiens, tu sais, au coin du feu. Moi, c'est une culture orale. Moi, je suis un latin. Je suis fondamentalement un latin. L'épisode, ça prouve ça parce que tu vois, on est arrivé, on n'a pas préparé exactement point par point, etc. Et en fait, là, on vit le moment instantané, tu vois. Je rebondis sur des éléments, tu rebondis sur certains éléments et ça, c'est une vraie écoute active. Et c'est vrai que je trouve aujourd'hui, en soirée, par exemple, t'as beaucoup de personnes qui t'entendent plus qu'ils t'écoutent. Et je sais pas toi, mais parfois en soirée, je peux me prendre des tunnels de personnes qui parlent que d'eux. Alors que la vente, même pour créer du lien, faut vraiment s'intéresser aux gens. Et ça, malheureusement, c'est une question d'éducation. Donc je pense que t'as été bien éduqué. Et ça s'apprend pas. Comment tu gères, toi, justement, quand tu rencontres des gens, des interlocuteurs qui font que parler d'eux, comment tu gères ça? Tu t'en vas ou tu vas t'as des techniques ou pas? Comme en soirée, t'es comme ça. Soit tu dis, tu vas essayer d'aller aux toilettes, après tu reviens pas. Ouais, c'est compliqué, hein. Quand t'as quelqu'un qui te met un tunnel, une fois, on avait fait une soirée avec un ami, Gilles, et c'était quelqu'un d'école de commerce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et il nous a mis un tunnel pendant 30 minutes. Tout ça pour expliquer que, en fait, il était au chômage actuellement. Et c'est très dur parfois de partir d'un tunnel parce que, t'as pas d'échappatoire. Surtout quand c'est un verre et que t'es en face de la personne. Quand t'es en soirée, tu peux essayer de partir, etc. En fait, les gens qui sont très longs, Et il y a beaucoup de personnes. Putain, et puis le dénouement, il met du temps à arriver. C'est ça. Et il y a beaucoup de personnes. Moi, si j'ai pas confiance en moi, je vais mettre l'attention sur toi. Et il y a plein de gens qui, à l'inverse, comme ils ont pas confiance en eux, ils font que parler d'eux pour justement mettre l'attention sur eux. Toi, t'en penses quoi d'ailleurs de ça? Je pense que si t'as pas confiance en toi, t'es mort. T'écris pas un bouquin, tu montes pas une boîte. Et comment tu l'as créé ta confiance en toi? C'est des petites victoires au quotidien. La confiance en toi, comment tu l'as créé? Moi, je me souviens, un de mes premiers boss, il m'avait dit, fais confiance en toi dans ta prospection, etc. J'avais pas beaucoup. Après, c'est avec l'expérience, c'est en arrêtant de te comparer aux autres aussi. Et puis, faut pas trop réfléchir. Tu sais, quand j'avais interviewé Necfeu, qui a des problèmes en ce moment, malheureusement, et il m'avait dit un truc, il m'avait dit sur Inside Cannes à Cannes, parce que je vais beaucoup au Festival de Cannes, il m'avait dit, dans la vie, il faut se lancer, quoi. Lance-toi. En 2014, il avait dit ça dans son truc, et dans l'interview. Et bon, il est né en avril, c'est peut-être un hasard, il est né en avril comme nous. Alors, un troisième. Mais lance-toi, en fait. C'est à trop tergiverser que tu as pas confiance en toi et que tu perds. Moi, j'ai appelé ça dans mon bouquin. À la fin, il y a tous les syndromes, tous les concepts du livre. C'est pour ça qu'il faut que tu le lises. J'ai appelé ça, je crois, le syndrome du perfectionniste. C'est l'opposé de toi. Le syndrome du perfectionniste, c'est celui qui, tout le temps, il tourne 7 fois sa langue dans sa bouche pour parler, etc. Tu sais, c'est le syndrome de l'expert. T'as des gens sur des forums, sur Internet, ils sont plus experts que toi dans l'entrepreneuriat, dans les travaux, dans les parkings, dans l'immobilier, dans les podcasts, etc. C'est des génies. Ils connaissent tout sur tout, mais ils sont tellement experts qu'ils font pas, qu'ils se lancent pas. En fait, je pense qu'il faut être naïf et que pour se lancer, faut garder un côté enfantin. Enfantin, tu sais, un peu bordélique. Et c'est comme ça que tu te lances. Parce que si t'es trop intelligent, tu vois trop les problèmes. Tu vois, par exemple, toi, quand tu t'es lancé, je me souviens, on s'est lancé à peu près en même temps. À peu près, on s'est lancé, on avait le même comptable. Enfin, on s'est vraiment lancé. Et je me souviens que, on avait un peu le même profil. C'est-à-dire que on y allait, quoi. On savait pas où ça allait. Mais et justement, la question qui m'intéresse chez toi, c'est comment t'arrives à gérer, parce que t'as fait le truc vraiment sur un volet ambitieux, comment t'arrives à gérer le stress, la pression. J'ai l'impression que t'es tellement dans le présent et la tête dans le guidon que t'as même pas le temps de te poser la question si tu fais des erreurs. Genre, t'avances, quoi. Ou est-ce que tu prends du recul maintenant, en 2025? Je prends toujours du recul. En vrai, typiquement, c'est important aussi le côté spirituel. Et au quotidien, je le prends pas. Mais par exemple, je vais pas faire le religieux, mais de temps en temps, je vais à l'église. Et c'est surtout à l'église que je me pose des questions sur ma vie, etc. T'es croyant? Ouais, je suis croyant. J'ai eu des gros problèmes de santé quand j'ai eu 16 ans. Et suite à ça, et je venais d'une éducation catholique aussi, ça m'a rapproché de tout ça. Et ça m'aide aussi à me structurer et à un peu me cadrer sur certaines choses. Donc après, je vais pas à l'église tous les dimanches, mais je sais que de temps en temps, si je vois une église, je vais y aller, je vais me poser. Ok, qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que je dois faire de mieux? Etc. Mais pour revenir sur ce que tu disais, c'est vrai que le contrôle des émotions, c'est hyper important. Et je le vois au quotidien parfois avec les architectes ou les artisans avec qui je
t'arrive de péter des travailler. câbles parfois? Si. Ça t'arrive de péter Mais des câbles au c'est téléphone? super si tu pètes un câble. Ça m'est arrivé dernièrement et en effet après c'est compliqué de négocier une fois que tu t'es énervé et il faut rester calme. Ça t'arrive de péter un plomb au téléphone? Moi ça m'est arrivé. Hein. Moi ça va, j'arrive à garder quand même à contrôler mes émotions, mais c'est dur parfois. En fait, t'as plein de gens qui peuvent parfois parler de leurs problèmes, et moi du côté de Vidal, on se plaint pas trop, tu vois. Je sais pas toi, mais moi je me plains pas trop, tu vois. Ça sert à rien de se plaindre, hormis si la personne peut trouver des solutions et t'aider là-dessus, ça sert à rien de me plaindre. Et parfois il y a plein de gens qui peuvent se plaindre, et t'as envie de lui dire attends mais moi aussi j'ai plein d'autres problèmes mais je vais pas t'en parler, Et etc. t'arrives à garder ton sang-froid. C'est bien. Jusqu'ici oui. Moi je le garde, mais ça m'est arrivé de péter des plombs avec des syndics notamment, avec des locataires, ça m'est déjà arrivé. Par téléphone. Ça les syndics. Jamais en face. Ouais. Ça aurait été une mauvaise idée. Mais par téléphone, ça m'est arrivé. Ouais, Comment tu contrôles tes émotions, toi? Que c'est quand même le nerf de la guerre. Hein. Je sais pas si t'en parles dans ton livre du contrôle des émotions, mais dans toutes les négociations, on dit toujours que faut savoir contrôler ses émotions pour justement contrôler la négo. Bon, bah alors moi c'est contre nature, mais parce que je suis de l'école de l'instantanéité, de l'immédiateté. Mais il faut arriver à pas répondre à chaud. C'est comme dans un couple, hein, quand t'es avec. Ça c'est le bon truc. Moi je fais tellement de conneries en couple plus jeune avec mes ex-copines où j'envoie chier parce que je suis énervé alors qu'il aurait juste fallu que je coupe mon téléphone, que j'aille faire du sport. Et 2 heures après, le discours était opposé. Et après, c'est trop tard parce que les gens qui sont pas comme nous, bah ils retiennent. Ah, mais tu m'as dit ça. Mais j'étais énervé, c'était pas moi, tu vois. Putain, je suis pareil. Mais je sais que t'es pareil, c'est pour ça que je le dis. On croirait des frères. Et du coup, bah, c'est contre nature pour moi de me calmer, mais j'apprends à me calmer. Après, les arts martiaux aussi m'ont aidé, hein, il faut le dire. Hein. Les arts martiaux m'ont aidé. Le sport m'a toujours beaucoup accompagné dans ma vie. C'est vraiment mon échappatoire. T'en as, ça va être la drogue, etc. Moi, c'est plutôt le sport. Ceinture noire en plus. Ouais, ceinture noire. C'est ouf. Hein. Les gens, ils se rendent pas compte de ceinture noire. Parce que quand tu fais des arts martiaux, que tu te rends compte et que t'as beaucoup de respect sur les gens qui ont ceinture noire. C'est vrai. Ceinture noire de JB, ouais. Après 11 ans de pratique. Mais toi, tu fais du Kaju Kembo. C'est un art martial hawaïen qui c'est comme du MMA et en fait ça a un mix de plusieurs sports, donc K pour karaté, Ju pour judo jujitsu, Kem pour kempo et Bo pour boxe anglaise, boxe chinoise, donc Kaju Kembo. Et j'adore parce que comme tu disais, quand tu contrôles tes émotions, de temps en temps, on est humain et t'as besoin de tout lâcher. Et moi, c'est beaucoup dans le sport que je me lâche. Et là-bas, tu te lâches quoi. Là-bas, parfois, quand t'as passé une journée, une autre personne, on parlait de Kimura tout à l'heure. Quand tu te bats et que t'arrives à placer la Kimura, bon après, la personne elle tape, tu lâches, mais c'est jouissif. Et en effet, ça fait du bien de tout lâcher. Et je pense qu'on est humain et on a besoin de. Je sais pas si c'est un côté bestial, mais on a besoin de. Moi, je vois un côté bouillonnant chez toi. En fait, tu me fais penser à moi il y a quelques années, tu vois. Je suis encore bouillonnant quand même. Ouais, t'es chaud encore. En fait, parfois, je me dis. Sur un livre. Parfois, je me dis que je me calme et après, je me réénerve en fait. C'est l'impression que c'est toujours. C'est par cycle, hein. C'est comme la vie. C'est toujours en moi, quoi. Le feu, en fait, l'énervement, je sais pas d'où il vient, mais il est toujours là. Mais oui, après, je le canalise. Et bah, quand je le canalise, j'écris des livres et j'essaie d'avoir des gros projets ambitieux. Et les arts martiaux, c'est la belle école de la vie. Hein. Je sais que moi, mes enfants, quand j'en aurai, je les mettrai aux arts martiaux parce que ça t'apprend vraiment la répétition. C'est qu'en faisant, refaisant que tu y arrives. Le respect. Enfin, je sais pas toi, ton point de vue par rapport à ça, mais je sais que les arts martiaux, c'est hyper important dans l'éducation, je trouve. La meilleure chose que je puisse te dire, c'est que j'ai commencé à investir dans l'immobilier, dans les parkings, en même temps où j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien. Et je pense que sans les arts martiaux, j'aurais pas eu cette discipline d'enchaîner les opérations immobilières. En fait, au même moment, tu vois, j'ai commencé en 2013, les deux 2013. Et donc, du coup, j'avais mon taf de commercial, j'avais les parkings avec les investissements et j'avais le JJB. Et du coup, je pense que ça me crée un équilibre. En fait, les méthodes des arts martiaux avec le passage des grades, la répétition, les entraînements, etc. Bah, je mettais ça dans l'IMO. Tu vois, la répétition des entraînements, c'était de la répétition des visites des parkings. Et en fait, j'ai fait un parallèle, plus ou moins consciemment. Et du coup, je pense que ça m'a beaucoup servi. Parce que moi, au départ, je suis quelqu'un de très impatient, de pas méthodique, de bordélique. Quand j'étais petit, il y avait des jouets partout dans ma chambre. Moi, il n'y a pas de structure, tu vois. Un de mes copains, il me disait, nous, on est construit sur des lasagnes, en fait. Tu vois, nos fondations, elles sont pas, c'est pas de la pierre de taille, c'est des lasagnes, en fait. C'est ça mouvement. Donc, on a appris sur le tas à se structurer, mais au départ on est tout feu tout flamme. Nous c'est un pétard en fait. Et tu parlais d'équilibre vie pro vie perso. Comment t'arrives à bien gérer ça? Parce que moi c'est encore un truc où il faut que j'apprenne à bien gérer, parce que là j'avoue que je suis beaucoup plus focus sur le pro et le perso un peu moins. Toi, comment t'as réussi à gérer? Est-ce que tu y arrives? Comment t'arrives à gérer ça, toi? C'est une bonne question. En fait, je pense que le perso, d'avoir des copines, des longues relations, etc., ça m'a quand même vachement apaisé. Et c'est vrai que le soir quand je rentre, du sport ou du boulot ou quoi, toute la structure que j'ai pas dans ma vie et tout, là, je l'ai, quoi. Je l'ai, et j'ai toujours été avec des filles assez différentes de moi.
tu vois qu'on pas le même tempérament, parce que sinon ce serait Pas des béliers, quoi. ce serait un punching ball. Ça j'ai donné, mais ça a pas marché. Et du coup, oui, j'aime bien en fait le calme. Quand je rentre à la maison, j'aime bien quand c'est calme, etc. Mais après, il y a des fois où j'étais seul aussi et j'arrivais à bosser. Mais je pense qu'il faut un équilibre. Il faut arriver à trouver un équilibre. Mais c'est surtout dans le sport. Moi, par contre, tu m'enlèves le sport, ça se passe mal, quoi. Il faut canaliser, avoir l'esprit tranquille. Et ceux qui sont que dans la vie parisienne, les sorties, le machin, le truc. C'est le traquenard, hein. C'est le Moi, je sais traquenard. que j'essaie régulièrement de partir au moins une semaine par mois de Paris parce que ça te permet aussi de te remettre les pieds sur terre et sur la réalité de la vie. Et quand tu retournes dans des petits villages, que tu écoutes des discussions, etc. Et quand tu reviens sur Paris et que j'ai des projets, par exemple, à 150 000 euros juste pour les travaux, en fait, c'est exceptionnel. Et il faut se rappeler de ça. Parce que si tu es tout le temps comme ça au quotidien, bah, limite, pour toi, c'est la normalité. Sauf que c'est pas du tout la normalité. Mais du coup, en fait, c'est quoi ta vision dans 5 ans? À 35, t'es où? C'est marrant parce que, pour rigoler J'arrête de me parfois, projeter. je demande souvent à des gens, tu te vois où dans 5 ans? Mais je sais que moi, je déteste qu'on me pose cette question parce que je te la pose. il y a tellement de choses qui peuvent arriver en une semaine, en un mois, il y a un projet qui arrive. En fait, il y a tellement de choses Comment qui arrivent. t'aimerais être dans 5 ans? Dans 5 ans, ça serait qu'Omnex soit T'as hyper 35 développé. ans, t'as 35 ans. Ouais. Bah déjà, j'aurais remboursé la moitié du Waouh. patrimoine que j'ai levé. Enfin, pas moi, Donc hein. il me restera que plus que 10 ans. Donc ça déjà, c'est ouf. Parce que l'immobilier, une fois que tu as mis les choses en place, mine de rien, bah, le temps joue en ta faveur. Contrairement à plein d'autres secteurs et plein d'autres actifs. Et ça serait vraiment qu'on puisse avec Omnext rénover des châteaux, revitaliser vraiment le patrimoine immobilier français. Parce qu'il y a tellement de lieux abandonnés, si tu savais. La dernière fois, on a eu un projet 150 mètres carrés à côté de la gare Saint-Lazare. Abandonné. L'appartement était abandonné depuis 10 ans. Et en fait, il y a tellement de lieux qui sont abandonnés. Mais là, je te parle que de Paris. Mais même, j'étais en Bretagne la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai loupé malheureusement la matinée d'ouverture de ton livre. Et il y a tellement de maisons qui sont abandonnées. Alors qu'à l'inverse, t'as une crise de logement où t'as des gens qui ne peuvent pas se loger parce qu'ils n'ont pas des logements qui sont adéquats. Et ça me rend fou. Et c'est vraiment notre objectif avec Omnex. C'est vraiment de revitaliser le patrimoine immobilier français. Et surtout que le patrimoine immobilier français, il est magnifique. Là, on est dans le 9e. Ouais. T'as vu, dès que tu lèves la tête, en plus, quand t'as le soleil, ça met encore plus en avant les immeubles. Ah, t'es Et très franchement, patrimoine, t'as- toi. Ah, moi, C'est vrai- j'adore. C'est vrai que t'as une vraie vision presque. Quand t'es fan sociale, d'histoire, quoi. T'es fan ouais, d'architecture, ouais. t'es fan de patrimoine, t'es fan d'immobilier. Moi, c'est vraiment ces 4 axes. T'es pas un que je financier, kiffe. quoi. T'es comme moi, t'es pas un financier. Si t'as une grosse vision, t'es obligé de t'intéresser aux finances. Mais c'est Bien pas. sûr. Moi, je Mais fais pas c'est- ça pour les chiffres. T'es obligé. Au bout d'un moment, on Tu n'est fais ça pour le pas. projet. Ouais. Après, on n'est pas. C'est pour le projet, en fait. C'est pour le but, l'objectif, la vision, le projet, en fait. C'est ça, toi, qui te drive. En fait, quand C'est j'ai toi qui commencé à t'aurais. investir, mon objectif c'était de lever 1 million de patrimoine. Je suis arrivé au 1 million et j'ai vu que ça avait rien changé à ma vie. Et en D'accord. fait, j'ai compris que dans la vie, il faut se fixer des projets mais qui sont pas forcément liés aux chiffres. Il y a un autre exemple qui est intéressant, c'est Tyson Fury. Tyson Fury, grand boxeur, son rêve c'était d'être champion du monde toute sa vie. Champion du monde, champion du monde. Dès 23 ans, il a été champion du monde. Et en fait, comme c'était son seul objectif, il a commencé à partir en dépression, Ouais, etc. tu fais une dépression. Et c'est pour ça que c'est important de soit d'avoir plusieurs objectifs et d'avoir une vraie vision très long terme, mais pas une vision, on va dire, court terme, en mode je veux juste avoir 1 million de patrimoine ou je veux juste sortir 2 ou 3 livres. Faut vraiment avoir une vision long terme et pas forcément financière. Enfin, toi, t'en penses quoi par rapport à ça? Bah moi je pense que j'ai plein d'amis entrepreneurs qui sont très dépressifs parce que ils ont pas forcément d'autres objectifs. Et quand t'atteins ton but, parfois il y a une petite mort en fait, il y a une petite dépression. Moi tu vois, mon but c'était d'arriver à être autosuffisant financièrement, de pouvoir arrêter d'être salarié et d'écrire un livre et de raconter un peu mon histoire. Je l'ai fait. Et à la fin, je te jure, je l'ai fait avec le premier livre Investir dans les parkings en 2022, Qui a bien marché, en plus. qui a très bien marché, qui continue à bien se vendre. On va certainement le rééditer en 2026 d'ailleurs. J'étais à Go Entreprendre l'année dernière et je t'avais envoyé une vidéo Ouais. parce qu'il y était, il y avait des gens qui Ah achetaient ouais. et j'étais en Cette mode, année je le connais le cette gars. année aussi, il y était. J'ai pas fait de conférence, mais peut-être une prochaine fois. Et donc, du coup, j'ai atteint mon objectif. Parce que moi, si tu veux, quand j'étais gamin, c'était un rêve pour moi sur un livre, quoi. Enfin, dans un rayon de la Fnac. Et donc, il sort en juin. J'arrête de bosser le 31 mai. Donc, en même temps, l'été, je vais à Cannes. J'ai une grosse couverture presse. J'avais pris une attachée de presse. J'avais une grosse couverture presse. Vraiment radio, télé, gros podcast, etc. Et je me retrouve l'été. Et vient septembre, je remonte à Paris après, voilà, comme tout le monde. Bronzé. Mais sauf qu'il n'y avait pas de bronzé et tout. Mais sauf qu'il n'y avait pas d'employeur, quoi. Ouais. Donc j'arrive en septembre. Tous tes potes, ils retournent au taf. Bah, tous mes potes, exactement. Tous mes potes, ils retournent au taf. Bon, je fais du sport, etc. Machin. Mais putain, il y a des moments, je vais au sport le cours du midi. Là, j'habitais dans le 18e à l'époque, vers La Fourche, place de Clichy. Ok. Et je me dis, tu vois, je fais mon cours de sport. Puis tu sais, tu le laisses traîner un peu plus longtemps. Tu sais, au lieu de finir à 13h, bah, 13h45. Hop, puis après, tu vas déjeuner avec le prof de sport. Et puis, il est 15h.
Je dis mais qu'est-ce que je fais de ma vie en fait, Ouais. c'est quoi le but là? T'as Tu une vois, vie de il est chômeur 16 un peu, heures. quoi. Ouais, il Sans est projet. 16 heures. Et là je me suis dit waouh. Donc là ça m'a mis un coup et après j'ai commencé à sortir dans les événements d'entrepreneurs à Paris, il y a à boire et à manger. Hein. Ouais, j'avoue, t'en penses quoi ça? Parce que. Bah j'en pense qu'il y a à boire et à manger. Moi, Et j'ai ce du que mal, hein, parfois. détesté, ça je peux le dire, parce que je dis ce que je pense déjà d'une manière générale. Ce que j'ai détesté, c'est que tous ces jeunes là qui ont 20 ans, qui habitent aux quatre coins du monde, etc., ils m'ont attendu au fusil à lunettes de Medal of Honor de Call of Duty en me disant lui, on va lui prendre son argent parce qu'il sort un bouquin édité chez Erol, son histoire, il a une image clean. Aussi, il y avait ça, j'avais une image clean, tu vois, j'étais pas un scammer. Et du coup, ils ont essayé de me vendre plein de trucs. Et en fait, moi, étant un vrai gentil et aussi ayant le biais cognitif d'être comme toi un commercial, nous, on avait l'habitude de démarcher les gens. Donc on démarche pour aller chercher du business. Là, pour la première fois, Mathéo, je sors un livre, c'est les gens qui viennent à moi. Donc moi, j'étais Le pas rêve. habitué. Le rêve. Le rêve d'un commercial, que Le- des leads entrants. Et t'es Que comme du ça. lead entrant. Ok, je pense à. non, Mais je le pense pas truc, ça. c'est que du coup, ça m'a un peu perturbé parce que moi, j'avais pas l'habitude. Donc j'étais honoré de ça. Et du coup, après, Tu t'es embourgeoisé, tu penses? ouais, mais c'est surtout que je me suis fait avoir parce que moi, étant un vrai gentil, il y a des gens, je me souviens, qui m'ont dit tiens, Alec, j'adore ce que tu fais, alors qu'ils s'en foutaient. J'adore ce que tu fais, t'as l'impression qu'ils sont fans de toi, ils ont lu ton livre et tout, alors qu'ils ont même pas lu ton livre. Et j'adore ce que tu fais. On se retrouve face à un resto. Je les invite parfois même au resto. Et puis gentil, ensuite, ouais. ils s'en vont. Et en fait, ils me voyaient comme un lead. C'est-à-dire qu'ils prennent un métro, un Uber, un Vélib et tout. Ah tiens, bon, bah je te renvoie l'offre et tout. Mais quelle offre, mec? Et ils te vendaient quoi en général, Et ces ils me vendaient des mecs-là? accompagnements. Ok. Tu donnes 30 000 euros sur 6 mois, je te fais passer de 1000 à 10 000 par mois en recurring sur une formation, etc. Ils me vendaient des accompagnants VIP et puis il y a toujours qu'une place et c'est toujours moi qui Ouais. vole. Putain les mecs, Tu sais j'ai plus pas à qui arrêté faire de bosser pour confiance, ça. Tu vois, j'ai pas arrêté de bosser pour ça. Et là, ça m'a déçu et ça m'a mis un coup au moral, quoi. Et après, j'ai bossé aussi avec des équipes où ça marchait pas, où on a fait des tunnels de vente, des webinaires live et ça a été énormément de stress parce que moi, je voyais les cash qui Ouais, partaient. il faut partaient, revenir partaient. plus au direct, limite. Ah, ça a été dur. Franchement, il y a eu des moments, un moment, je me suis dit, je vais y aller au casse-pipe et la boîte, je vais la planter, tu vois. Et heureusement, moi, j'ai dit stop. J'ai dit, on arrête l'hémorragie des Google Ads, des Meta Ads, etc. Ça, Google Ads, ça te bouffe du fric. On Et quand tu arrête. connais rien, Non, il y a mais- des gars qui peuvent te vendre. Alors là, Devant, en fait, il faut ouais. augmenter le budget parce que ça va pas, parce que ton reach, il est nanana. En plus, quand tu connais pas, toi, t'as envie de te focus sur autre chose. Et c'est ça qui est chiant parfois parce qu'il faut déléguer. En effet, on t'a toujours dit, il faut déléguer pour avancer. Mais pour moi, il faut quand même connaître les bases pour savoir déléguer. Et c'est vrai que Ouais, ça, c'est vrai, c'est compliqué. T'as raison. Et je pense que je connaissais pas suffisamment le media buying pour déléguer ça. Et bah moi, je suis quand même de nature à faire confiance, même si j'évolue, heureusement, je grandis. Mais je me suis fait beaucoup avoir et ça a été beaucoup de stress. Toi, t'es jamais tombé toi là-dedans dans le truc un peu media buying et tout. Toi, tu Non, fais de la pas création de encore. contenu organique, mais ça c'est très bien. Exactement. Et on a le même monteur d'ailleurs, Marwan. Erwan, Marwan, les deux en un. Tu vois, on a fait Homeboys Je t'ai fait l'intro pour avec eux. rencontrer déjà des entrepreneurs Ouais. comme toi. Et c'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait, en faisant un podcast, en dépensant de l'argent pour rencontrer Ouais. les gens, et ben ça te permet de créer un réseau de dingue. Et typiquement, si je t'avais pas invité, que je t'avais pas partagé cette problématique, tu m'aurais jamais mis en contact avec Marwan. Tout est Et lié. c'est là que tu dis, faut savoir donner pour recevoir. Ouais. Et aujourd'hui, je trouve dans nos sociétés, il y a plein de gens qui veulent recevoir des infos avant de donner. Sur Insta, je sais pas toi, mais j'ai plein de gratteurs. Ah, tu peux m'envoyer ce dossier de financement? Attends, mon coco, ce dossier de financement, j'ai mis X heures à faire. Et si tu veux passer avec moi, je fais de la chasse ou je m'occupe de rénover des apparts. En fait, les gens, ils sont tellement habitués à ce que tout soit gratuit. Comme la santé en France est gratuite, comme on a plein de choses gratuites que dès que tu dis c'est payant, ils veulent pas te suivre. La France, c'est le gratuit. C'est les gens veulent du gratuit, veulent. Moi, tous les jours, il y a des gens qui me posent des questions sur les parkings. Très techniques. C'est des cas de figure. Ouais, je Tiens, vois. j'ai visité un parking à Marseille, du coup, la photo. Mais ils ont même pas acheté mon livre. Ils vont te faire Mais passer c'est pour un rat si manque tu de leur respect. réponds pas en Non, plus. mais moi, j'ai envie de leur dire, les gars, Ah, j'ai envie de les fumer, vous ces me gens-là. manquez de respect. Tu me poses une question très technique. Je suis l'expert du parking en France pour les particuliers. Je parle pas de Vinci, des pros, etc. Pour le particulier, voilà. Respecte-moi. Va à la Fnac, 24 € mon livre. Tu le lis. S'il te reste des questions et que tu as lu mon livre, mais je te réponds toute la journée. Surtout que Toute tu la lis le journée. livre, tu sais tout En plus fait. de ça. Mais Vraiment, il y a si tu vraiment restes tout, des il est questions, complet. moi je serais très touché, tu vois, que tu as lu mon livre et je me sentirais. Tu sais, c'est comme quand quelqu'un t'invite au resto. Tu m'invites à prendre un café, derrière, c'est un biais cognitif. j'ai oublié Syndrome le de nom. réciprocité. Voilà. Et souvent, il est plus élevé. C'est-à-dire que si par exemple, tu prends un café avec un mec, il t'offre un café, tu vas avoir envie de le rendre un resto, tu vois. Et donc, du coup, moi, tu achètes mon bouquin, tu m'envoies la photo, tu me dis, tiens, j'ai ton bouquin, il me reste une petite question. Ah bah là, t'as je envie suis de prêt tout à te lui prendre donner. hôtel. Je suis prêt à te prendre hôtel. Parce qu'il y a réciprocité. Mais les mecs, ils me demandent des conseils, ils ont jamais lu mon machin, ils se mettent dans ma newsletter, ils se désabonnent. Ah, les gratteurs. Ils veulent un groupe WhatsApp gratuit, ils ont même pas lu le bouquin. Et en fait, t'es pas respecté. Et plus t'es gentil, moins t'es respecté, plus ils seront ingrats avec toi et bâtard, tu vois. Donc, C'est ça qui est dur.
Donc c'est toujours pareil, les plus petits clients sont toujours les plus compliqués. Et moi je voyais chez Technogym, quand je vendais un Myron c'est un petit tapis de course, bon ça vaut quand même 3500 balles, mais c'est le bas de gamme chez Technogym. Je le vendais à un client, il pouvait me prendre la tête pendant 10 ans. Je vendais à un client blindé 50 000 euros de machine, il me prenait pas la tête. Tu vois. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que là avec Omnext, jusqu'ici on avait des projets qui étaient dans les 20, 30, 40 000 et on était content. Et là on commence à avoir des plus gros projets dans les 100, 150, 200, 250. Et au final, on se rend compte que, forcément on gagne plus parce que c'est des plus gros projets, et deux, au final ils sont limite moins chiants que les clients à moins de 20K qui au final sont insupportables. Et c'est là que tu te rends compte que en effet mieux vaut aller parfois sur des plus gros projets pour être tranquille. Les plus petits clients sont les plus chiants. Je peux pas dire pourquoi, encore une fois en le faisant. Demain tu fais une offre à 1500, c'est ouf, tu vas t'arracher les cheveux. Toujours, ça c'est une règle. Moi je l'ai vu dans j'étais salarié 12 ans, alternance, CDD, CDI 12 ans. J'ai bossé 12 ans. Je considère que l'alternance c'est du boulot, tu vois, il y a un contrat de travail. Dans toutes les boîtes que j'ai fait 5 boîtes à peu près, toujours. J'ai bossé aux Galeries Lafayette aussi. Quand t'avais un client qui achetait un bijou à 30 000, il était moins chiant que quelqu'un qui achetait un parfum à 79 € Guerlain, tu vois. Donc toujours. Et j'ai une question, parce que là tu m'avais dit que ton livre allait être moins cher, celui-ci, que 19. l'ancien. C'est moi qui ai voulu ça. Et pourquoi, sachant que là tu viens de dire que parfois c'est mieux de vendre plus cher pour avoir des gens moins chiants? Parce que je veux que le prix soit pas un sujet. Le premier il était à 24 €, soi-disant parce qu'il y avait une hausse du prix du papier. C'était l'argument que m'avait donné toujours l'inflation, parfois ça a bon pied. Je pense aussi qu'ils veulent faire plus de chiffre d'affaires. Ouais. Voilà. Là, j'ai insisté pour qu'il soit sous les 20 €, sous le prix psychologique des 20 €. Ma vision, c'est qu'ils soient en tête de gondole à côté des manteaux et des fridans. Être populaire, quoi. Plus que grand public, niché, quoi. Grand public. Moi, mon rêve, c'est que mon bouquin, il soit dans les relais, dans les gares, dans les aéroports, qu'il soit à côté des Malabar, des Powerhead et de la San Pellegrino. Je veux qu'il soit un produit de masse. Je veux pas élitiste. Et du coup, je veux que le prix soit pas un sujet. Mais il y a encore des gens, hallucinants, qui me disent « Ah, en ce moment, j'ai pas de thune, je suis fauché, c'est chaud. 19, je vais attendre. » C'est des rats, Et là, je me dis, fais voir ton iPhone, là. C'est toujours ça. 16 Pro Max, il vaut 1600 €. Et là, je me dis, franchement, j'ai envie de me casser de ce pays, quoi. Ça m'avait fait marrer. Il y a des gens qui disent ça. Ça m'avait fait marrer parce que j'avais taquiné une archi il y a pas longtemps, parce que en France, je trouve que le niveau est hyper bas dans les visioconférences. Juste le fait d'acheter une bonne caméra, un bon micro, une bonne lumière, tu te démarques directement. Et du coup, elle me disait, oui, mais ça coûte cher, etc. Alors qu'à l'inverse, elle venait d'acheter, je sais plus, un Mac à je sais pas combien, tu vois. Et c'est vrai que je trouve, en France, sur plein de choses, le niveau en business est tellement bas, alors que sur des petits détails, pareil. Là, j'ai une amie qui m'a envoyé des photos de vacances pour trouver une maison avec des amis. J'ai regardé les photos sur Airbnb alors que la maison est incroyable. Elles sont dégueulasses. Et c'est là que tu dis, mais prends ton temps pour faire passer un vrai photographe professionnel, faire une mise en scène, etc. Et c'est triste parce que je trouve que en France, on se contente de peu. Et si ça marche, on reste là-dessus. On va pas essayer de chercher à être le meilleur. Et ça, je trouve que c'est dommage. T'as plein d'aides. T'as le chômage, t'as l'assurance maladie. Là, je voulais regarder pour partir peut-être aux États-Unis. Couverture santé, je sais pas, c'est au moins 500 € par mois. Si tu vas chez le dentiste. En France, en fait, on te poussait dans une moyenne. Mais c'est le système qui veut ça. Il y a plein de choses positives. Il y a le système de santé, c'est bien. Il y a le chômage aussi, parce que moi, j'avoue, c'est grâce à ça que pendant 2 ans, j'ai pu entreprendre, parce que j'avais certes mon patrimoine, mais c'est pas là-dessus que tu vis. T'as les 2 ans où tu peux te concentrer. J'ai eu une rupture conventionnelle aussi. Ouais. Et heureusement. Mais ça, je pense que j'ai quand même donné beaucoup plus à travers les plus-values, tout ce que j'ai créé, que ce que j'ai reçu en entrepreneuriat. On a beaucoup de chance. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, et ça il faut le dire, qui se sont lancés dans les startups aussi, tu vois, pour avoir fait des startups, qui se sont lancés à cause de ça. Mais je suis revenu des startups, ça m'a saoulé un peu là. C'est dur, hein, la Startup Nation. Je suis déçu. J'en ai jamais parlé dans un podcast, mais je suis déçu humainement. Parce que. Les sharks. Merci. Ouais. Je m'attendais, en fait, ça va te faire marrer, c'est que je suis allé dans la startup pour créer de l'humain. Parce que je trouvais que le parking c'était glauque. Ça pue, il y a de la pisse. En même temps, ça fait pas rêver. Hein. Toi, ça devait être pareil en soirée quand tu disais un parking, c'est vas-y, dégage. Alors que là, maintenant, on refait des beaux appartements, tout le monde est en mode oh, alors que. Moi, il y a des journalistes qui voulaient pas. Moi, il y a des journalistes, je pouvais faire le plus beau sourire, avoir les plus belles photos, la plus belle voix. Ouais, parking. Ça fait pas rêver, on va pas se mentir. Pourtant, c'est rentable. Ils avaient un chat dans la gorge quand je leur disais ça. Mais bref, donc je me suis dit, Théo, je vais aller dans les startups. Ouais. C'est sexy, c'est machin, Startup Nation, on se tutoie, on est en Veja et Table tout. de ping-pong, baby-foot. Globalement, super déçu parce que t'as des espèces de gens prétentieux qui te mettent leur diplôme en number one. Bonjour, je m'appelle Com, parce que c'est surtout des bourgeois. Non, mais c'est pas malheureusement pour avoir des amis de tous les milieux sociaux, c'est quand même très privilégié. C'est des gens assez bourgeois, c'est pas un problème. Mais voilà, et donc salut, je m'appelle Com, j'ai 22 ans, j'ai fait Polytechnique, ça. Je m'en fous que t'aies fait Polytechnique, mais comment tu te délivres sur le terrain, tu vois. Donc ça, j'ai été déçu. J'ai vu beaucoup d'arrogance, j'ai vu peu d'humilité. J'ai pas beaucoup de reporting sur plein de boîtes. Donc il y a des boîtes où il y a pas
pas de reporting, ils te donnent pas de feedback en fait, pas de cohésion, on se fait pas de resto. J'ai mis 5, 10, 15, 20 000 dans ta boîte par exemple. Et rien. Il n'y a pas de groupe WhatsApp avec les invests, on se fait pas de déj, pas de resto. Mais ça, c'est plus de l'éducation. Mais moi, j'ai signé, Mathéo, j'ai signé pour faire partie de la boîte. Pour avoir le sentiment de faire partie de la boîte. Il y a un gros malentendu entre moi et les startups. Moi, je pensais qu'on allait être une famille et que ça allait être sympa. Et en fait, j'aurais dû raisonner comme un financier. Je mets 10, je veux récupérer 40. Mais en fait, j'ai pas capté. En fait, je pense que je suis passé à côté. Il y a un gros malentendu. L'éducation, c'est un point qui est hyper important. Typiquement, avec Gilles, comme tu l'as dit, il y a plein de points sur lesquels on s'entend, mais d'autres, on n'a pas du tout les mêmes délires. Par contre, il y a un point sur lequel on a bien été en accord, c'est l'éducation. Typiquement, si sa mère m'invite, je vais arriver avec un bouquet de fleurs. C'est normal, mais il y a plein de gens qui n'ont pas ça, tu vois. Et je trouve que dans le recrutement, maintenant, moi, je regarde plus le savoir-être que le savoir-faire. Là, on a recruté quelqu'un qui s'appelle Parmida et on a beaucoup plus regardé le savoir-être, l'éducation. Typiquement, le premier jour, elle est arrivée. Nous, on lui avait offert des pains au chocolat, mais elle aussi, elle était arrivée avec des pains au chocolat, tu vois. Alors qu'en soi, elle pourrait se dire, je vais pas amener ça. Ça, t'as beaucoup apprécié. Bah, c'est du savoir-être, quoi. Ça, t'as beaucoup apprécié. Elle a marqué beaucoup de points quand elle a fait ça. Ah bah, normal. Ouais. Et encore, pareil, j'ai un rendez-vous avec des artisans, je ramène des pains au chocolat ou des croissants parce que c'est un métier qui est difficile. Et encore une fois, on revient sur du lien et je trouve qu'on perd ce lien sur plein de choses. C'est de l'éducation. Imagine-toi, tu mets 15 000 dans une boîte. 15 000 euros, c'est de l'argent, tu vois. Moi, je les colle au cul, 15 000. Non, mais tu mets 15 000 de ton argent. Moi, j'ai pas à faire un exit. Je suis pas la famille Decathlon, etc. Tu vois, je mets 15 000 de mon argent. Ok. Imagine des news sur les chiffres une fois à 2 fois si tout va bien dans l'année. Ils t'invitent pas à déj. Tu leur as fait un retour par rapport à ça parce que ils ont un devoir. En fait, il y en a qui le font très bien. Attention, je veux pas avoir, c'est pas pour taper sur les gens, j'ai pas de compte à régler, mais je donne mon sentiment. Il y a pas d'obligation, ou à moins que j'ai mal lu le contrat, mais il y a pas d'obligation. Et je suis déçu. Donc ça, je me suis réfugié dans les bouquins et au moins les bouquins, j'ai un feedback direct des gens. Les lecteurs, tu vois, là, je viens de sortir mon bouquin, j'ai des gens qui ont lu mon premier livre et qui m'ont fait des feedbacks, et des gens que je ne connais pas qui m'ont fait des feedbacks, qui m'ont dit j'ai adoré ton livre, il y a ça, j'aurais aimé ça j'aime bien, ça j'aime moins. Waouh! Et en fait, ça je l'ai pas dans la startup. Et moi je veux ça aujourd'hui. C'est comme toi, si tu as des stagiaires, des alternants, des salariés, le jour où ils vont dire Mathéo, franchement, je vais monter mon projet, mais que j'ai grave appris avec toi. Tu m'as appris le boulot, tu vas être super ému. On a besoin de feedback, tu vois. Clairement. Et ça, j'ai dans le bouquin. C'est pour ça qu'un jour, si tu fais un bouquin ou une conférence, si toi t'es plus de la culture orale, peut-être une conférence est plus adaptée à toi, ou donner des cours, tu vas kiffer parce qu'en fait, tu vas tout de suite avoir le retour. Ouais. Ils vont dire, ouais, Mathéo, merci monsieur Mathéo. Ça, et là, c'est vrai que ça doit être. Tu remontes sur ton scout là, t'as la banane quoi. Même YouTube, je sais que toi tu développes pas mal YouTube, moi aussi. Ce que j'apprécie, c'est que avant, à l'époque, la génération de nos parents, nos grands-parents, ils devaient avoir la télé, la radio, il y avait besoin d'un intermédiaire. Et aujourd'hui, notre génération, on a la chance, c'est qu'on n'a pas besoin d'intermédiaire. On a directement YouTube, on peut faire un podcast, il y a plein de choses à faire. Et le plus dur, c'est juste de se lancer au final. Et une fois que tu te lances, tu peux directement t'adresser à ton public. Et j'avais une question parce que tu veux être le grand public, mais qui dit grand public dit que ça peut être compliqué aussi à toucher tout le monde. Parfois, on touche personne. Et est-ce que tu as réfléchi parfois à te dire, ok, est-ce que je vais me nicher ce livre-là, je vais un peu le nicher, ce livre-là, je vais un peu le nicher. Et en nichant plusieurs livres, tu arrives à réunir une communauté qui, au final, après, te suivent sur le reste. Parce que c'est vrai que parfois, c'est dur. On dit toujours, mieux vaut se nicher et après s'ouvrir plutôt que s'ouvrir et après se nicher. Toi, c'était quoi cette stratégie? Je me suis niché avec le parking. Ouais, là, clairement, parce que le parking, il n'y a pas tout le monde. Le parking, c'est aujourd'hui, dans son style de livre, guide pratique, IMO, technique, c'est un best-seller. Clairement, c'est le livre de référence. T'es le seul qui parle de parking. Il y en a d'autres, mais ils ont vendu beaucoup moins que moi. Pourquoi, selon toi, d'ailleurs? Si c'est pas indiscret. C'est très clair. C'est pas une question d'éditeur, c'est une question d'angle. C'est-à-dire que les autres qui ont fait un bouquin, ils ont fait un bouquin bon. Je les ai lus, la plupart. Mais technique. Moi, ce que j'ai amené, c'est du perso, c'est du récit. C'est mon histoire, c'est des citations, c'est du dev perso. Et en fait, j'ai connecté le technique parking qui est chiant, SCIS, IR, holding, revenu foncier, micro foncier, c'est chiant, c'est pas ma vibe, moi je sais pas mon truc. Voilà. Pour le rendre un peu plus sweet, je l'ai adouci avec mes anecdotes, etc. Raconter une histoire, c'est ce que veulent les gens. Raconter une histoire. Donc en fait, j'ai mis du roman, c'est ma réalité, mais j'ai mis du roman, la vibe un peu roman dans un livre chiant. Les autres l'ont pas fait. J'ai une anecdote comme ça. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu un job étudiant où j'étais surveillant. Et je m'occupais des enfants qui avaient 5 ans. C'était moyenne section de maternelle. Et je devais les emmener de la cantine jusqu'à la cour. Mais avant, je devais les mettre dans une salle pour leur raconter une histoire. Ils pouvaient être excités quand je commençais à raconter une histoire.
tous ils se taisaient, ils m'écoutaient, ils me regardaient. Et c'est là que je me suis rendu compte de la puissance des histoires. Et on a beau dire que quand on est enfant, on grandit, on devient adulte, etc. Mais que ça soit la spontanéité, le rire, les histoires, il y a plein de choses où on changera jamais, je pense. Mais toi, je pense que t'es fait pour être un entrepreneur, toi. T'as la personnalité. Moi, je t'imagine à 50 ans, un peu, tu sais, le parrain, quoi, le vieux sage, tu sais, le mentor. Avec sa chaise comme ça, écoute, ma fille. Ouais, non, mais moi, je te vois le mec, tu vois, qui a, tu sais, le chef de famille un peu charismatique qui raconte des histoires, tu sais, qui est le mec d'expérience, quoi. Tu te seras calmé, je pense, tu seras moins speed. Non pas que tu sois speed, mais toi, tu seras un peu calmé. Et je pense que moi, je te vois. Enfin, pour moi, ça transpire en toi ce côté-là. Et après, c'est ce que tu disais au début du podcast, c'est que est-ce qu'on est ou pas entrepreneur? Moi, je trouve que ça soit toi, que ça soit Gilles, que ça soit moi, beaucoup d'entrepreneurs avec qui j'ai pu échanger, on a tous eu soit un énorme point de frustration, soit une grosse douleur dans notre vie, mais que nous, on a transformé positivement, qui nous a donné beaucoup d'énergie. Moi, ça a été les problèmes de santé. Toi, ça a été sûrement le décès de ton père. Gilles, ça a été d'autres problèmes. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il y en a qui le transforment et qui peut-être se droguent et qui utilisent ça comme excuse en mode j'ai une vie de merde parce que j'ai eu un problème quand j'ai eu à 16 ans. Et d'autres, à l'inverse, qui le transforment positivement. Parce que toi, quand ton père aussi jeune, un proche, on peut l'utiliser en excuse pour tout. Et ça, c'est vrai que tu as réussi à transformer cette, je sais pas si c'est une haine ou cette douleur, cette colère en du positif, tu vois. Parce que c'est l'injustice. Pourquoi moi à 16 ans j'ai eu ça, j'ai rien mérité? Pourquoi t'as perdu ton père t'avais quel âge? 9 ans. À 9 ans, tu te rends compte à 9 ans? Mais c'est une injustice. C'est une injustice. Mais c'est aussi une injustice de quand tu veux acheter une résidence principale et que t'as zéro apport, ou quand t'as ton père qui te donne 50 000. De toute façon, la vie est injuste. Moi, plus j'avance, plus je me rends compte la vie est injuste. Il faut le faire avec. C'est pour ça que l'égalité et la justice, c'est un leurre. Tu vois, je pense qu'il faut pas viser ça. C'est parfois t'as des couples qui disent oui, mais alors si tu me grattes un peu le dos, faut que moi je te gratte un peu le dos derrière, tu vois. Mais en fait, la vie, c'est une question de complémentarité. Il faut pas chercher cette espèce d'égalité permanente. Et oui, c'est une injustice. Pour en revenir à ton point, c'est moi j'étais très en colère et j'ai transformé cette colère positivement, je l'ai canalisée et je l'ai transformée en motivation. Mais ça aurait pu se transformer en agressivité, en alcool, en délinquance, en ce que tu veux. Mais j'ai réussi à bien la transcender. Et c'est vrai que tous les entrepreneurs qui ont fait des choses, il y a souvent un point de douleur. Dans les startups, on ne sait pas s'ils vont réussir, mais moi j'ai misé de l'argent sur des gens qui sont lisses, mais lisses comme de l'ébène, quoi. Tu vois, c'est papa, maman blindé, j'ai grandi à Saint-Malo ou à Neuilly, il y a des millions sur le compte, on est 4 enfants, il y a l'Haussmannien de 200 mètres qui est là depuis 5 générations. Et ils arrivent à faire des trucs. Alors je ne comprends pas où ils trouvent cette énergie-là, mais peut-être que je vais le comprendre. J'ai pas encore toutes les solutions. J'ai pas encore toutes les réponses. Ces mecs-là, d'ailleurs, ils travaillent leur personal branding parce que nous, on travaille beaucoup de notre personal branding et je trouve qu'en France, malheureusement, contrairement aux Américains, c'est pas encore bien développé. Ces boîtes-là, c'est exactement ce genre de personnes qui devraient travailler leur personal branding, pas pour juste parler d'eux, mais pour vraiment donner leur valeur, humaniser l'entreprise et bien séparer la communication de l'entreprise de leur communication personnelle. Ils le font pas. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de startups, ils le font pas. Non, alors ils devraient le faire. Ils ont tort, ouais. Alors, ils le font pas. Parfois par manque de temps, parfois par manque de confiance en eux, par peur, en fait. Ils sont pas légitimes, tu sais, ce syndrome de l'imposteur. Mais tu vas me dire, Anthony Bourbon, il a pas le temps, alors que le mec, il gère je sais pas combien d'entreprises. Il a compris. Il y a des Américains qui il a compris que son fond de commerce, c'est de parler de son histoire, et il le fait bien, et c'est atypique dans le paysage français de parler de ça. T'avais Bernard Tapie aussi, qui était un pionnier à l'époque. Il y avait pas les réseaux sociaux, mais il disait aussi des choses. Il était quand même très, 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 très pionnier là-dessus. Il y avait Paul Lousselizer aussi. Enfin, il y avait d'autres personnes. Mais il faut du culot. Il faut une vision long terme. On y retourne encore. Nous, tu vois, avec Gilles, on finance toute notre personal branding via Homenext. En effet, on n'est pas toujours gagnant, mais on sait que sur le long terme, on récolte les vidéos qu'on a sorties il y a X temps parce que la personne, elle te regarde 5 fois, 8 fois, 10 fois, 20 fois. Au bout d'un moment, si elle a besoin de faire des travaux, elle pense à toi. Et c'est vrai que c'est pas. J'ai l'impression que parfois dans la Startup Nation, quand tu lèves de la dette, il faut que ça soit sur du réactif, tu vois. Tu mets un, je veux recevoir 2 directement. Sauf que dans la vie, t'es toujours gagnant dans le long terme. Pour répondre à ta question, pourquoi est-ce qu'ils le font pas? C'est qu'ils n'ont pas la valeur de l'argent, la start-upper souvent. C'est-à-dire? C'est pas leur argent qui joue. Ah bah oui, clairement. Quand c'est ton argent, c'est vrai que c'est totalement différent. Moi j'ai mis 15 000 ou 20 000, ils ont 100 personnes comme moi, ils ont levé 2 millions, 3 millions, c'est pas leur argent. Et tu le respectes pas, l'argent. Mais non, ils le respectent pas. L'argent facile, ça se dépense beaucoup plus facilement que l'argent où ils le respectent pas. Alors que toi, si c'est ton argent, toi c'est ta boîte, tes travaux, ta marge commerciale et tout, quand tu vas payer
payer la production d'un Ah bah, tu regardes podcast tout, hein. et ça coûte de l'argent, tu vois, t'es à l'heure, quoi. Tu sais pourquoi tu le fais, tu vois, t'es impliqué, t'es dans une écoute active. Et d'ailleurs, je suis très admiratif que c'est très bien que t'aies fait ça, parce que c'est vrai que t'aurais pu te dire, bah, c'est une charge, et tu vois, le ROI met du temps à arriver, Ouais, et où tu dis, tu vois, d'avoir fait le pari de dire, bah, tu vois, je fais plusieurs épisodes comme ça qui me coûtent plusieurs centaines d'euros, et d'enchaîner et tout, c'est un risque pris, au détriment de toi aussi, ce que tu pourrais prendre, et du coup, c'est vertueux sur le long terme, ça t'apporte des clients, ça t'ouvre des opportunités. Pour moi, c'est comme l'immobilier, tu as deux systèmes. Tu as soit tu vas chercher de la rentabilité et du cash flow, soit tu vas chercher du patrimonial et une vision long terme. Et pour avoir rencontré beaucoup d'investisseurs, tu gagnes beaucoup plus quand tu as une vision long terme et patrimoniale, même si au début tu gagnes peut-être un peu moins que si tu vises le cash flow et la rentabilité. Et dans la vie, c'est toujours la même chose. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, il faut donner avant de recevoir. Et là, on donne en donnant de la valeur ajoutée à nos auditeurs, on donne en donnant la parole à des experts qui peuvent parler d'un sujet. Qui peuvent vendre leurs trucs aussi. Exactement. Et nous, ça nous enrichit. Parce que au final, les questions que je te pose là, c'est des questions où moi-même, je me les pose au quotidien. On avait interviewé Dimitri Boujard. Je lui avais posé des questions. Imagine la personne, elle a levé 1 million, mais à des taux C'est qui des questions étaient... que t'avais, toi. Bah, en fait, c'était les miennes. Et au final, au lieu de payer 600 € une consultation, ça nous paye 400 € la consultation, qui nous fait en plus des réels et qui nous permet de communiquer. Et Ouais, j'entends. l'objectif, c'est vraiment de donner avant de recevoir. Et là, par la suite, Là, on tu va reçois. Alors, la question que je te pose, j'entends le côté un peu consultation gratuite et tout ça, c'est hyper intéressant. Création de contenu aussi pour les réseaux sociaux. Est-ce que là, tu commences à avoir l'effet positif et à du coup à récolter ou Oui. Ouais, voilà. Alors, petit à petit, typiquement sur YouTube, j'ai du coup développé ma chaîne. Pas beaucoup d'abonnés parce que je suis vais aller vraiment voir. très niché. Mais par contre, chaque vue est hyper qualitative. Et typiquement, ça a amené un premier client. C'est pour une maison qu'on va rénover vers Rouen. Un projet dans les 130-150 000 euros. Et au final, grâce à la communication, grâce à tout ce qu'on a dépensé sur YouTube et sans intermédiaire, juste moi et l'auditeur, donc le client. Et pour ce qui est de Homeboys, bah là à terme, on recherche actuellement des sponsors. On est allé voir AXA, on allait voir en fait surtout les partenaires avec qui on travaille, que ce soit la comptable, que ce soit Studapart avec qui je travaille. Ok. Vraiment, parce que moi j'ai envie de vendre des produits que j'utilise Ouais. et j'ai pas envie d'être en mode comme certains, je sais pas, Snapchatters, acheter cette formation alors qu'au final je l'ai même pas faite. Ça va venir petit à petit et de toute façon j'ai confiance déjà en moi, en Gilles, au projet et qu'en donnant, tu finis toujours par Donc recevoir. là, t'as la même vision. Là, tu dis pas qu'il faut arrêter la création de contenu, quoi. Ah non, au contraire. Là, t'es ouais. C'est vraiment. Ça donne raison, quoi. Ça J'ai donne fait un raison, post hein. là-dessus. C'est que à l'époque, pour être lord, il fallait être propriétaire terrien. Et aujourd'hui, pour être lord, t'as juste besoin d'avoir l'attention de la personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une culture de l'attention et chaque minute, chaque seconde d'attention que t'as sur une personne, ça vaut de l'or. Et c'est pour ça que la création de contenu, c'est hyper important. C'est pour ça que tu le fais. Parce que plus la personne va te voir, plus s'il y a une problématique et que tu proposes un service qui répond à un de ses problèmes, elle va penser à toi. Ah bah Et oui. le but, c'est d'être tout le temps dans sa tête, tout le temps dans sa tête. Et limite, elle en a marre de voir Alexandre tout le temps. Mais au moins, s'il y a un problème, elle sait que. Et même, Pour vendre il y a des des livres, c'est gens, comme ça, hein. ils te voient jamais, enfin, ils t'ont jamais vu en vrai, mais quand tu les vois, ils ont l'impression de te connaître parce qu'en fait, ils Ça te t'est voient arrivé, depuis. Ouais, ça m'est arrivé. Pour la première fois dans un bar, j'étais avec un pote, j'ai fait putain, j'ai percé pour rigoler. Une fille qui me dit ah bah j'ai déjà vu tes vidéos, etc. voulait- Je elle fais a ah pris- bah elle trop voulait ton cool et numéro, tout ça. elle te draguait. Non. C'était en plus, elle avait un mec et tout, mais c'était marrant. J'étais en mode putain, bah ça fait du bien parce que souvent t'as beaucoup de haters. T'as payé ta tournée derrière Non, ou pas non. Il y a beaucoup de haters et parfois avoir du positif. Et c'est incroyable parce qu'on voit plus sur les réseaux les haters que ceux qui aiment bien ton contenu parce qu'ils mettent pas forcément de likes, ils mettent pas forcément de commentaires. Et c'est pour ça que les personnes qui vont regarder cet épisode, qui regardent les vidéos, n'hésitez pas à donner de la force de temps en temps parce que ça fait du bien. Ouais, bien sûr. De toute façon, créer une communauté, c'est clé pour vendre des prestations de services. Moi, pour vendre le livre, ceux qui vendent des livres, c'est ceux qui ont une grosse communauté, surtout dans le guide pratique. Et c'est clé pour moi et pour les autres, nous autres auteurs, d'avoir une grosse communauté. Et c'est ça qui fait vendre. Donc ça, clairement, et les éditeurs le savent très bien et signent des contrats d'édition avec des auteurs qui ont une communauté. Et on voit ça avec les acteurs. Un exemple, c'est Ragnar Le Breton. Avant qu'il se lance dans la comédie, etc., il a créé une grosse communauté en faisant des vidéos qui ont bien marché. Et maintenant, sa Il est carrière de acteur. ciné, elle est lancée. Pour Il y être a acteur, plein d'acteurs comme ça. Si je veux être acteur, là, c'est pas trop tard. Il faut que J'ai un ami là qui veut se continue. lancer dans l'acting, j'arrête pas de lui dire fais de la création de contenu, fais de la création de contenu, que ça soit de l'humour, que ça soit autre chose. Ouais. Mais aujourd'hui, il faut que tu arrives avec une communauté, surtout que le divertissement c'est beaucoup plus simple que nous, où c'est moins sexy quand même, tu vois. Et quand c'est du divertissement, tu peux décoller d'un coup.
coup. En effet, par contre, faut montrer son visage, mais je trouve que si la seule barrière à l'entrée pour vraiment générer du business, apporter de la valeur, c'est montrer son visage, moi j'ai eu une grosse différence à partir du moment où j'ai montré mon visage. Avant, tu sur montrais les pas chiffres, ton visage, ouais. Non, je m'appelais Demar Rentier, je me cachais un c'est peu, vrai, je ouais, montrais ouais. juste les projets, je me cachais un peu. Et un jour, j'ai fait un séminaire de Carola Artaud et j'ai vu plein de gens qui étaient passés sur ce séminaire. J'étais en mode putain, mais en fait, je me regardais avec Ama, avec qui je suis associé, avec Gilles, on se regardait, on fait putain, mais limite, on est plus chaud qu'eux. C'est juste qu'en fait, on ferme nos gueules et on le dit pas. Et à partir de ce moment-là, je fais ok, Mathéo, Vidal, je monte ma tête, je montre au quotidien, je m'en fiche. S'il y a des gens qui aiment pas, je les bloque. Et après, c'est comme ça que j'ai commencé à avancer. Toi d'ailleurs, ton entourage, ils en pensent quoi de tout ce que tu fais? T'as des petites taquineries parfois, tu Moi, te ils mets, sont saoulés, tu ils les sont bloques fatigués. et Moi, ils comment sont tu fais? lâchés l'affaire. Moi, en fait, ça fait tellement longtemps que je fais de la création de contenu, que j'essaye de faire des trucs, qu'ils savent comment je suis. Mais ma famille, ils m'en parlent jamais, tu vois, c'est drôle. Mais limite, tant mieux. T'as pas envie de parler Mais ils m'en business parlent jamais. le week-end. Mais c'est bien. Mais Ah ouais, franchement, c'est bien. Ils me parlent jamais de mes livres. Ils me parlent, tu vois, c'est. Mais t'aimerais bien qu'ils t'en parlent? Je sais pas si j'aimerais bien. Ça me mettrait peut-être un peu mal à l'aise ou je me sentirais peut-être un peu gêné. Mais c'est vrai qu'il y a une pudeur, quoi. Moi, avec mes potes, j'aime pas forcément. Enfin, certains potes, j'aime pas parler business parce que j'ai envie de passer du bon temps, de rigoler, mais j'ai pas envie c'est vrai que d'être en mode moi, business. je fais du contenu depuis super longtemps en fait. Moi, j'ai toujours aimé faire du contenu. C'est-à-dire que j'ai pas fait du contenu en mode personal branding tout de suite, stratégie business. Apporter et de la tout. valeur. J'ai fait du contenu parce que ça me faisait marrer de bidouiller les caméras. J'ai commencé à faire des vidéos. J'avais acheté une caméra. J'habitais à Angers, à la Fnac d'Angers, en 2005. Ça a commencé à la Fnac d'Angers et tes livres sont à la Fnac d'Angers maintenant. C'est beau. Ouais. En 2005. En 2005, j'ai fait mes premières vidéos en 2005, mec. Et quand YouTube est arrivé en 2005 ou en 2006 en France, 2006. je postais sur YouTube et Dailymotion en 2006. Maintenant, tu me vois sur Instagram, mais ça fait hyper longtemps que je fais la création de contenu. Et j'ai tellement essayé, j'ai échoué. J'ai fait une chaîne de jiu-jitsu brésilien, j'ai fait une chaîne sur les montres qui marche toujours, marche bien même. Très bien même. Tu vois, en fait, moi, c'est comme dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que je tente un truc, c'est test and learn. Je teste, je vois si ça marche pas. Mais j'adore cette création de contenu. Et j'ai été élève comédien. Enfin, j'ai fait du théâtre, donc si j'aime pas mon image, c'est un gros problème, tu vois. Donc, je suis passé outre, en fait, de ce côté un peu timidité, etc. Mais je suis hyper convaincu de la création de contenu. Et il y a même des salariés maintenant qui ont des postes un peu sympas et tout, qui veulent faire du personal branding sur LinkedIn, etc. Pas forcément des CEO. Parce qu'ils comprennent que c'est tellement dur le business, surtout dans l'immobilier commercial, par exemple, ou l'immobilier, la promotion immobilière. Moi, j'en connais. Ils ont envie de prendre la parole alors qu'ils sont la promo immobilière, alors qu'ils sont pas big boss, parce qu'ils ont besoin d'aller chercher du lead. Donc, en fait, je trouve que les gens, ils se foutaient de notre gueule il y a 2-3 ans. Et maintenant, ils Pour moi, commencent ils sont toujours foutus de ma gueule depuis 20 ans, tu vois. Mais plus ça va, moins ils se foutent de ma gueule, et plus ça va. Tu sais, les gens qui se foutaient de ma gueule, ils me disent quel micro ou caméra tu me conseilles d'acheter? Du coup, j'ai besoin de quoi comme matos? Tu peux m'inviter à un podcast Tu peux m'inviter à un podcast? Comment on peut faire ça? Mais c'était pas toi qui te foutais de ma gueule il y a 5 ans. Et tu parlais de LinkedIn. Moi, j'avoue que je me suis petit à petit un peu reculé de LinkedIn parce que j'ai l'impression que c'est le repère des boomers frustrés qui sont là juste pour te détruire. T'en penses quoi, toi, de LinkedIn? Comme disait Benjamin, mon boss chez Technogym à l'époque, il n'y a pas que des gens bienveillants. Il y a beaucoup de gens, tu sais, c'est l'œil de Moscou, quoi. Ils sont là, ils t'observent, ils font des bad buzz, des Ils veulent scuds. juste te détruire pour essayer de. Et il y a un les autre mettre truc en que j'aime avant. pas aussi sur LinkedIn, c'est qu'il y a des gens, c'est des entrepreneurs influenceurs LinkedIn. T'as l'impression qu'ils entreprennent, mais que sur LinkedIn. Tu connais ce genre de mec? Ouais, C'est je vois qu'en très bien. fait, J'en parlais c'est-à-dire lundi avec un pote. en fait, ils sont, je vais pas dire qui parce que j'en connais vraiment, mais 13 jours pour générer 500 euros. Ça va pas marcher. Tant que tu parler d'eux pendant 6 mois. 6 mois après, la personne, t'as pas de news, se réveille, 29 jours pour faire ton premier. Et dans la vraie vie, ils sont fucked up, Ouais, tu c'est vois. nada. Et je me dis, waouh, revenez au terrain, les gars. En Tu fait- vois, le terrain, nous, c'est notre terreau à Ouais. nous. Tu vois, le terrain, c'est notre terreau puisqu'on vient de Limo. Mais il y a un moment, entreprendre, c'est pas 13 jours, 19 jours, 35 jours. Et ces gens, c'est des girouettes. Tu sais, il y a un coup, tu sais, tu lèves la jambe, il lève la jambe, tu sais, tu jettes la basse comme le chien, tu sais, tu jettes la baba, ils vont Ils font courir. ça. Mais t'en penses quoi, ça? Tu connais Je ça? trouve ça triste parce que moi je sais que dans la vie j'aime bien traîner avec des gens qui vont pas tailler d'autres personnes quand je suis avec eux parce que je me dis si je suis pas là ils vont faire pareil et Ça, moi tu m'avais j'essaye de dit ça. m'entourer qu'avec des gens bienveillants en tout cas. Après tu choisis pas et c'est vrai que les personnes sur LinkedIn qui commentent qui mettent un message juste pour essayer de détruire pour essayer au final d'attirer potentiellement des leads sur leur page, je trouve ça pathétique. Concentrez-vous sur vous, donnez de la valeur, donnez de la force. Une fois il y a une archi qui met un post LinkedIn où elle montre et elle dit qu'elle fait une cuisine Ikea. Il y a plein de gens qui font des cuisines Ikea, c'est ouvert à des budgets, etc. Et là, t'as plein de gens un peu éco-friendly. Oui, t'as pas honte de mettre des cuisines Ikea alors que ils exploitent ci, ils exploitent ça, c'est pas éco-friendly. Et j'étais en mode, mais
qu'est-ce que vous... Mais cassez-vous, laissez-la tranquille. Elle montre un projet qu'elle a fait, il est magnifique. Je suis rarement sur LinkedIn, mais là, j'avoue que je m'étais énervé. J'avais tout commenté. J'étais rentré dans l'art parce qu'en plus, tu sais très bien que ces gens-là, tu les vois en face, ils parlent chinois. T'as envie de les mettre sur un tatami et dire, allez, sur un... C'est mon rêve, ça. Une C'est kimura. C'est mon rêve, ça. Mais ça me hante. Les réseaux sociaux, c'est bien. Il faut savoir aussi se protéger parce que mais t'as un peu des cassos quand même. C'est vrai. Bah écoute, merci pour cet échange. On pourrait rester des heures, des heures. En plus, quand on est dans le noir, je sais même pas combien de temps ça dure, depuis combien de temps on est là. Mais c'était vraiment trop cool. C'était hyper. On fera des choses. Il y a trop de choses à se dire, c'est ça le truc. J'ai l'impression qu'on a même pas eu le temps d'évoquer les sujets, alors que ça fait 1h20 qu'on discute à pas non plus. Mais je suis hyper content. Allez voir le podcast de Mathéo et de Gilles Homeboys. Le lien, il est en description. Je vous mets mon épisode, mais allez voir tous les épisodes. Il y a combien d'épisodes ? Il y en a 11. Quand l'épisode, je pense, va sortir, il y en aura 11 au total. 11 épisodes. Alors attention, c'est pas des épisodes à l'arrache. C'est très travaillé sur le fond, la forme. C'est marketé. Il y a une DA. Il y a un monteur qu'on connaît bien, qui est très bon. C'est 11 épisodes qui pourraient en valoir 40, quoi. Donc je dis pas ça pour te faire plaisir, mais c'est vrai que c'est très qualitatif. Ça fait plaisir quand même. T'as augmenté les standards. Et on voit que c'est vertueux dans ton business. Donc allez voir ça. Si vous voulez nous voir avec Mathéo en podcast, comme on vient de le faire, ça se passe en commentaire. Vous nous le dites et on reviendra avec grand plaisir. Et je vais aller acheter ton livre à la Fnac de suite parce que je n'ai pas eu le temps de le prendre encore. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. À la prochaine.